professeur Thierry Lambert, cher docteur Iban Jabir, cher modérateur, chers collègues enseignants et enseignants-chercheurs de l'Université du Congo, chers étudiants, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, honorables assistance, assalamu alaikum. Aujourd'hui, c'est un réel plaisir que nous allons accueillir des éminents conférenciers qui vont nous présenter des sujets d'actualité. Aujourd'hui, le Centre national de documentation de recherche scientifique a l'honneur d'accueillir le docteur professeur Thierry Lambert, grand anthropologue, professeur des universités, directeur de l'Observatoire de la parenté, pour partager avec nous des expériences, ses connaissances liées à la problématique de la parenté en rapport avec l'éducation. Parallèlement, nous allons aussi suivre une conférence qui sera présentée par le grand docteur que nous connaissons tous, qui s'investit dans ce pays sur la situation de la santé des Comoriens et plus particulièrement sur les AVC. Ceci étant dit, nous allons rapidement présenter les thématiques de cette conférence et les conférenciers proprement dit pour pouvoir savoir exactement quelles sont les personnes qui sont ici devant nous aujourd'hui. L'éducation familiale dans l'océan Indien est une dynamique complexe façonnée par une combinaison de facteurs culturels, sociaux, économiques et historiques propres à la région à travers cet archipel insulaire et plus particulièrement les îles Comores. Elle est une façon complexe de tradition, une fusion plutôt complexe de traditions culturelles profondément enracinées et d'influences modernes. Aujourd'hui, dans l'archipel des Comores, comme dans l'archipel de l'océan Indien, l'éducation familiale joue un rôle crucial dans la transformation des valeurs, des traditions et des normes sociales aux générations futures. Elle reste ancrée dans des valeurs telles que le respect des aînés, la solidarité familiale et la responsabilité collective envers les enfants. Ceci dit, les parents jouent un rôle crucial et central dans l'éducation de leurs enfants tout en bénéficiant du soutien de la famille élargie de la paix et de la communauté. Les familles comoriennes, et même des pays de l'océan Indien, continuent de valoriser l'autorité parentale et la transmission des valeurs. Favorise un environnement familial où les enfants sont entourés d'amour, de sécurité et de soutien à chaque étape de leur développement. Cependant, force est pour nous de constater que l'éducation familiale dans les pays de l'océan Indien, et plus particulièrement dans le changement socio-rapide influe sur les dynamiques familiales. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, avec le professeur
Thierry Malbert, est avec nous pour nous expliquer, pour présenter exactement la problématique liée au soutien à la parentalité dans l'océan Indien, pour savoir exactement pourquoi soutenir les parents dans leurs fonctions éducatives. Thierry Malbert, professeur des universités, anthropologue au laboratoire LCF, responsable du BU République et Religion, est aussi directeur scientifique de l'Observatoire de la parenté de la Réunion. Président de l'Observatoire de la parenté de l'océan Indien, M. Thierry Malbert a évolué dans plusieurs institutions et a assumé plusieurs responsabilités, aussi bien au Maroc et sur l'île de la Réunion. Nous allons laisser la parole à notre cher professeur pour vous présenter en fait son analyse, ses études qui ont été menées sur cette problématique. Et puis après, ce serait le tour du professeur dont vous connaissez, le docteur sur la problématique des AVC. On commence très rapidement en ce qui concerne la problématique des AVC. Nous n'allons pas nous éternuer, il y a le modérateur, M. Saïd Nourtine Sabiti, cardiologue à l'El Marouf, qui va modérer, assurer la modération de l'intervention du Dr Diaby. Mais force est pour nous de constater que la question des AVC représente une cause croissante de mobilité et de mortalité touchant une population de plus en plus jeune au Comores. Le manque de prévention, l'insuffisance d'équipements spécialisés et le retard dans la prise en charge aggravent les conséquences et dont les facteurs de risque comme l'hypertension, le stress, l'alimentation déséquilibrée et la sédentarité sont largement répandus en Union des Comores. À cette situation s'ajoutent des perceptions culturelles et religieuses qui freinent parfois l'accès rapide aux soins médicaux. Dans ce sens-là, nous allons, comme nous l'avons dit tout à l'heure, laisser le modérateur en fait développer, prendre le soin de pouvoir diriger cette partie. Mais maintenant, nous allons donner la parole au professeur Thierry Malbert pour aborder la problématique de la parenté. Bonjour mesdames et messieurs, salam alaikum. Alors je suis très honoré, merci monsieur le directeur du CNRS de m'accueillir ici même pour cette conférence. Merci honorable assemblée d'être présent cet après-midi. Je suis universitaire à l'Université de la Réunion et je souligne également la convention partenariale que nous avons entre l'université et le CNDRS que nous avons signée il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'étais ici aussi pour la signature avec M. le directeur. Je souligne ce partenariat qui se concrétise aussi par l'arrivée d'un doctorant qui est de votre équipe, M. Abdoul Mastoyamada, ici même, qui est inscrit en thèse à l'Université de la Réunion, sous la direction et la co-direction du professeur Moussa Saïd. Je remercie, nous avons un échange tout à l'heure sur l'accompagnement des doctorants comoriens. Merci beaucoup. Alors je commence mon propos, vous voyez affiché ici même, le soutien à la parentalité. Alors moi je travaille en anthropologie sur la famille, la parenté, les structures matrilinéaires, monoparentales, famille recomposée. Je ne vais pas trop parler de ça, mais c'est très important. Et on va parler surtout de la relation parent-enfant. Il faut bien faire la différence entre la parenté, les structures de parenté qui ont beaucoup été étudiées par votre collègue chercheur, Madame Sophie Blanchy, que vous connaissez ici, puisqu'elle a fait ses premiers travaux de recherche dans les années 80 au CNDRS. La parentalité, c'est l'éducation familiale, la relation parent-enfant. Avec M.
partie de l'Observatoire de la parentalité de l'océan Indien. Et je commencerai par ceci. C'est-à-dire que l'Observatoire de la parentalité de l'océan Indien est une structure associative dont j'en ai la présidence depuis 3 ans, qui regroupe les pays de la COI, mais aussi Afrique du Sud, Mozambique et Tanzanie, parce qu'il y a des flux de population, comme vous le savez, par le passé, à l'époque de l'esclavage, de l'impérialisme, de la colonisation, et encore aujourd'hui. Donc nous avons regroupé Seychelles, Maurice, Réunion, Madagascar, Comores et la côte. Dans cette instance qu'on y a affichée, on ouvrait le bal il y a 10 ans, en novembre 2025. Je vous invite, pour ceux qui pourront venir, à la réunion où nous ferons les 10 ans de cette instance. Cette instance, elle est appuyée par des chercheurs que nous sommes, mais elle est appuyée par des associations, des ONG. Et nous avons l'honneur de travailler aussi avec Mme Shakira, peut-être nous rejoindra. Et je fais un appel à d'autres associations ici même au Comores. Si vous voulez nous rejoindre, c'est le moment, venez me voir à la fin. Pourquoi? Parce que dans tous les pays de l'océan Indien cité, on organise un réseau pour travailler sur le champ de l'éducation familiale, pour le bonheur des enfants et des parents, vous comprenez? Et la famille, c'est la première instance de socialisation, on est bien d'accord. Les enfants naissent dans des familles, biologiques, famille sociale, famille large. Donc le défi de la parentalité, on a fait un colloque à l'île Maurice déjà en juin dernier, c'est de voir un outil pour travailler à la fois la recherche, mais aussi les associations, les ONG qui sont sur le terrain avec les parents. Vous comprenez? Les associations et les ONG ont besoin d'être nourries de la pensée et de l'analyse de la recherche pour trouver des actions, des dispositifs. Voilà un petit peu la présentation que je fais en introduction sur cet outil fédérateur dans l'océan Indien qui comprend l'énergie interocéanique, bien évidemment. Voilà. Alors le plan de mon intervention est le suivant. On va parler de l'émergence de la parentalité. Qu'est-ce que la parentalité? Les enjeux publics, politiques aujourd'hui. On va parler de la construction du réseau et des outils. Je dirais dans une première partie que le contexte social. Est-ce qu'aujourd'hui les parents, les jeunes parents au Comores éduquent leurs enfants comme ils ont eux-mêmes été éduqués? Oui ou non? Bien souvent on me dit non. Les contextes socio-économiques, les mentalités ont évolué, les solidarités ont évolué. Donc il faut s'intéresser à la manière dont on éduque l'enfant dans son contexte social. Deuxième point, l'isolement des parents. Dans notre modernité, avec un coup d'accélérateur, et ces petits instruments-là, on les aime tant, mais ils permettent d'accélérer tout, vous le savez, Internet et les réseaux, ce qui fait que parfois, on arrive en couple à être père ou mère et à être isolé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelque part, on espère que nos enfants nous dépassent. Vous le savez, c'est d'ailleurs sur le chapiteau de l'université à Tana, et fou celui qui ne dépasse pas son père, vous comprenez? Pour encourager la jeunesse à aller plus loin que les parents. Donc, quelque part, on aspire à une mobilité sociale ascendante, la création d'une classe moyenne, vous comprenez? Sortir du colonialisme avec les classes élites et le peuple dans la misère. Depuis 50 ans, vous y aspirez avec la République et l'Union, évidemment. Ce que je veux dire là, c'est que dans les modernités, parfois, on est seul au monde, même si on a la famille pas loin. On communique différemment. Ça, c'est le deuxième point. L'évolution des configurations familiales, les divorces, les séparations ont augmenté partout dans le monde. Il y en avait autrefois, mais beaucoup plus. Comment élever un enfant seul ou seul? C'est les problématiques actuelles. Sans parler de la migration, où parfois on va au loin, on n'a pas les conseils de notre père, de notre mère. Vous comprenez? On est seul à éduquer des enfants. Donc on a un besoin d'aide et de conseils à ce niveau-là. Tous les parents, même les jeunes parents, d'un âge moyen, tous les bafocaux, les grands-parents ont besoin aussi de conseils. L'enfant, il a d'autres besoins. On est bien d'accord? J'avance un petit peu. D'où l'intérêt de ce soutien à la parentalité. Parentalité, c'est la relation parent-enfant. Vous avez bien compris, hein? Et la parenté, c'est les structures de parenté. Matrilinéaire, patrilinéaire. Donc dans la parentalité, maintenant, un peu de définition. D'où vient ce terme? Ce terme apparaît en 1959 dans le champ de la psychologie. On va voir un après l'autre les sciences. Les psychologues des années 60, surtout les Nénèques, nous disent qu'il s'agit d'un processus maturatif, psychique du cerveau, qui fait qu'à un moment donné de sa vie, on est un peu plus mûr, un peu plus mature pour
accueillir un enfant. D'accord? Parfois, les femmes sont un peu plus matures plus tôt. La biologie fait qu'elles sont plus préparées à la puberté avant les hommes. Mais les garçons, parfois, les jeunes pères, sont devenus papa, sans être prêts. Vous comprenez? Donc c'est le processus de maturation psychique qui fait qu'on se sent prêt à être père ou mère, ou pas du tout. Et parfois, des enfants arrivent et les gens ne sont pas prêts. Vous comprenez? Il ou elle, ce qui peut amener des complications dans l'éducation. Si cet enfant n'est pas désiré, ou si je ne suis pas prêt psychologiquement. Vous suivez? Ça va? Au tournant des années 80, ce terme de parentalité, les sociologues vont s'accaparer ce terme, et à travers ce terme, ça veut dire le processus psychique maturatif entre les responsabilités et l'éducation. Dans les dictionnaires des années 80-90, on va dire la parentalité, c'est les rôles et fonctions des parents. Les besoins physiologiques, nourrir, soigner, la santé, mais aussi l'éducation liée à l'autonomie de cet enfant. Les juristes, au niveau du droit, ce terme n'existe pas. Les juristes parlent d'autorité partagée, cher ami, installez-vous, d'autorité parentale partagée, mais on ne parle pas de parentalité. Et les anthropologues parlent surtout de la place de l'individu dans la filiation. Lorsque l'enfant arrive au monde, moi, je suis papa, et mon père est grand-père. Mon frère devient tonton. Vous comprenez? Lorsque l'enfant arrive au monde, tout le monde change de casquette. Pareil pour les dames. Donc, il y a la place de la filiation. J'avance un petit peu sans être. On a deux discours. Alors, étant français, depuis 35 ans à l'île de la Réunion, j'ai vécu dans le Saint-Étienne de la France nationale, mais je vais m'appuyer sur mon cadre de référence. Il y a deux discours d'ordre public. Une polysémie de sens. Quels sont les enjeux? Pourquoi, depuis l'an 2000, depuis 25 ans, ce terme est utilisé? Pourquoi, tout d'un coup, on s'intéresse aux enfants? Ah, vous allez dire, il n'était pas trop tôt. Oui, le droit des enfants, 1989, c'était hier, on le sait bien. Ce droit des enfants est un droit international, il est arrivé très tard. Hein? Et encore, il y a des misères qui sont faites à des enfants dans certains pays, dans certains contextes. Ce droit des enfants arrive tard, internationalement, en 89, et le terme de parentalité va prendre place dans les années 2000. Pourquoi? Il y a un double discours. Et là, c'est ce que je vous disais, je vais faire référence à la France hexagonale. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une incivilité montante de la jeunesse. Ces incivilités, il y en a eu dans tous les pays, à toute époque, selon les contextes. Mais au tournant des années 2000, il y a un double discours. Un discours qui dit les banlieues brûlent, pour ceux qui se souviennent, 2005, c'était encore à l'époque M. Sarkozy qui était ministre de l'Intérieur, on était sous Jacques Chirac. Les banlieues brûlent en France, les voitures incendient, les jeunes qui se révoltent. On a mis de la police, on a mis des gendarmes, rien n'est fait. Et à la fin du discours, mais que font les parents? Que font les parents de ces jeunes pieds nus en 11 heures du soir dans les rues? Vous comprenez? Le coupable, in fine, c'est le champ de l'éducation familiale. Et à partir de là, il y a un réveil des chercheurs, des politiques en disant on va reparentaliser les parents en manque de repères, pour ne pas dire en manque de pères. Oui, c'est les divorces et les séparations, on veut augmenter les familles monoparentales belles. Donc les mamans solo avec beaucoup d'enfants, ici ou ailleurs, elles sont mises aussi dans le doute de l'éducation. Il est culpabilisant ce discours. Hein? Ça va mal dans la société, c'est la faute aux parents. On pourrait en discuter longtemps. Ça, c'est le premier discours. Le deuxième discours qui fait comment dirais-je, des mêmes constats, il y a des problèmes dans la société, mais on ne va pas que tirer sur les parents. On va tenter de renforcer leurs compétences parentales. Et pour les parents qui sont dans la salle, ou les grands-parents, vous savez que ce n'est pas facile d'être papa ou maman. Hein? Ce n'est pas facile du tout. Le premier, ça s'est bien passé. Le deuxième, son caractère est un peu fougueux. Il me fait face. Comment je fais? Je suis le directeur de l'Observatoire de la parentalité de la Réunion. Croyez-moi, tous les Jacques Capel, les parents, les ONG, les associations, la CAF, tous les services pour la petite enfance, on a un problème d'autorité aujourd'hui. Beaucoup de parents n'arrivent plus à donner l'autorité, la limite, vous comprenez, et les enfants prennent beaucoup d'aisance. Je fais très court, rassurez-vous. Le deuxième discours, il dit on va renforcer la parentalité des compétences. Et donc, je m'appuierai sur la définition de Didier Houzel en 3 axes.
L'axe de l'exercice de la parentalité, c'est les droits et devoirs. Tout parent, selon sa culture et la société dans laquelle il habite, il a des droits et des devoirs. Vous êtes d'accord? On a des droits et des devoirs en tant que parents. Ce matin, il y a des bébés qui sont nés ici, là, encore au lit. Je suis certain. On a des enfants qui naissent toutes les heures, toutes les secondes au niveau mondial. Mettre un enfant au monde, ce n'est pas rien. On a des droits sur cet enfant, d'éducation, de responsabilité. Et ça, il faut le rappeler aussi. Le deuxième point, c'est l'expérience. L'expérience, c'est le ressenti. Ok, j'ai mis cet enfant au monde, mais est-ce que je me ressens papa ou elle se ressent maman? C'est autre chose. Et selon les sociétés et les cultures, les mamans âgées, les grands-mères, les tantes, savent que ce n'est pas inné chez la jeune maman. Cet attachement, comme disent les psychologues, vous comprenez? L'attachement, il n'est pas inné. On peut avoir mis un enfant au monde, avoir des difficultés à le prendre dans ses bras, peut-être refuser ou ne pas être à l'aise, ça c'est une chose, mais il n'y a pas l'attachement, donc cet enfant, il va être un peu peut-être délaissé. Et les femmes âgées le savent. Et dès que l'enfant arrive au monde, elle téléphone, il est bien né, ça va, c'est une petite fille, elle fait 3,5 kg, ça s'appelle Fatima. Et les mamans âgées vont demander comment elle est avec elle, la jeune maman. Vous comprenez? Est-ce qu'elle l'a pris dans ses bras? Etc. Donc cet attachement, c'est l'expérience. Je me ressens père ou mère, c'est progressif. Certains vont l'avoir dès que l'enfant arrive au monde, d'autres 3 heures après, d'autres 3 jours après, d'autres 1 mois, d'autres jamais. Vous comprenez? Qu'on soit homme ou femme, père ou mère, on met des enfants au monde, et parfois il n'y a pas cet attachement. Pourquoi? Ça dépend aussi du contexte. Le premier, il est arrivé, le couple était fusionnel. Il avait arrangé tout le monde, on avait un travail, vous comprenez le contexte socio-économique. Le deuxième, c'est un exemple pardonnez-moi, arrive dans un contexte plus fragile. Et bien peut-être que l'attachement va être différent. Vous comprenez? Donc tout ça va rentrer en jeu. Et c'est le décalage entre le bébé imaginaire et le bébé réel qui produit aussi cet attachement. Le troisième point de la définition, c'est la pratique, les gestes de tous les jours, éduquer l'enfant, les besoins physiologiques, son éveil psychologique. Comment cette approche de la parentalité, elle est traitée? On a 4 approches. Je parle là pour la France, mais ça donne des idées. Une approche répressive. Les parents ne s'occupent pas des enfants. On l'a entendu dans l'actualité nationale en France il y a encore 2 mois. Qu'est-ce que va faire le gouvernement si les parents ne s'occupent pas des enfants? Ça même, monsieur, couper des allocations. La CAF. Et oui, les travailleurs sociaux, les indicateurs, c'est les maîtres et les maîtresses d'école. Cet enfant-là, il a moins de 16 ans, il a 8 ans, 10 ans, il n'est plus à l'école. Qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez? Le milieu santé, le milieu éducatif donne des indications aux autorités. On coupe les allocations familiales. C'est une manière autoritaire, c'est ce qui a été dit à la région par le préfet il y a peut-être 2 mois. Ça va se faire, ça ne va pas se faire, mais on l'annonce. La méthode répressive. Une approche sociale, prévenir les parents en difficulté, prévenir les problèmes, les aider autant qu'on peut, des conseils. Ce n'est pas que de l'argent pour aider les enfants. Ça, on l'a fait depuis 20 ans. C'est le réseau d'écoute et d'appui aux parents qui a mis en place toutes les cartes. Ça marche, mais ça ne marche pas. L'approche sociologique montre que beaucoup de parents ne viennent pas. Tout ce réseau qui a fleuri dans tous les départements de France, appuyer la fonction parentale par des associations, des ONG, des bénévoles qui constituent leur association, qui sont subventionnés par la CAF, des sous pour payer le local et payer les salaires. Les parents ne viennent pas. Pourquoi? Et chercher la réponse tout à l'heure. Pourquoi les parents ne viennent pas dans ces groupes de parole? Certains travaillent, ils n'ont pas le temps, mais certains ne veulent pas être stigmatisés. J'ai des problèmes avec mon enfant, je vais là-bas. Vous comprenez? C'est le même problème que Casalier qu'on a eu à la Réunion, où beaucoup de réunionnais étaient illettrés, on a fait des dispositifs, des Casalier, pour renforcer l'apprentissage, ils ne viennent pas. Ils ont peur d'être stigmatisés. Ah, toi tu vas là-bas, tu ne sais pas lire, vous comprenez? C'est la même chose. Comment tomber les freins à s'améliorer? La dernière approche, c'est l'approche psycho-éducative, prévenir les problèmes psychosociaux, promouvoir la santé mentale, l'apprentissage et les bonnes pratiques éducatives. Là, c'est tout un courant de parentalité positive. Merci, messieurs, mesdames. J'ai terminé la première partie. La deuxième partie, c'est comment faire maintenant. Comment sensibiliser les parents.
dans les établissements scolaires, les écoles peuvent accueillir les parents, faire des réunions, des groupes de parole, discuter, comment ça va avec ton fils, ta fille. Moi, mon fils ne m'écoute plus, qu'est-ce que je fais? Et entre parents, ils vont se donner des conseils. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Le groupe de parole. Hein. Donc, dans les écoles, on va valoriser les familles, dynamiser l'accueil, proposer des formations et des outils. L'idée est de développer des compétences d'éducabilité. Responsabiliser les familles sur leur rôle et fonctions, c'est la base. Tu es parent, tu as mis un enfant au monde, tu dois t'en occuper. Faciliter la compréhension des mêmes codes, construire du savoir entre la famille et l'école. C'est vraiment ancrer cette problématique dans une démarche participative et c'est pas rien. Cette partie-là, c'est la dernière, c'est pour présenter quelques outils. Quelques outils qu'on a relevés, ce qui se passe à la réunion, ça peut donner des idées, et encore une fois, j'appelle à nous rejoindre. Le directeur du CNRS fait partie de l'Observatoire de la parentalité de l'océan Indien, où on travaille toutes ces problématiques. Venez me voir ceux qui veulent être les ambassadeurs de la parentalité chez vous. On a des outils, c'est pas méchant, hein, on fait des réunions, des rencontres, vous pouvez animer et certains, vous pouvez trouver un emploi dans cette dynamisation. Qu'est-ce qu'on fait en place? Le café des parents. Le café des parents, c'est un groupe de parole. On n'a rien inventé. On a des groupes de parole chez les Bandouais. D'accord? Vous les avez culturellement dans vos traditions, des groupes de parole entre hommes, entre femmes. C'est pas vrai? Hein? On les a, avec un aspect plus ludique, plus politique, mais il faut les avoir aussi avec ces aspects éducatifs. Vous comprenez? Le point écoute parents, ça peut être une association dans la ville, le forum des métiers avec les parents ont du talent. Le maître d'école inviter les parents et les papas à venir pendant une demi-journée dans l'école, dans la salle de classe, pour expliquer aux enfants, les parents se mettent à la place du professeur, une heure ou deux à tour de rôle, ils vont expliquer aux enfants ce qu'ils savent faire en termes de qualité. Je sais faire du tressage, je sais faire de la pâtisserie. Quel que soit un papa qui joue de la guitare, quel que soit les talents des parents, les parents sont amenés à les exprimer devant les enfants. Vous comprenez? Ça valorise chacun des parents. On ne demande pas des diplômes aux parents. Hein? On n'est pas là pour être condescendant. On leur demande, on va les valoriser en prenant la place du maître et de la maîtresse. Et en expliquant pendant 30 minutes, une heure, ce qu'ils ont envie de transmettre aux jeunes. Vous comprenez? Les parents sont valorisés. On reprit le contrat avec l'école. Et ensuite, on peut faire un groupe de parole sur les problématiques des enfants. Alors, il y a le vendredi des parents. Le vendredi matin, ça pourrait être bien. Autre exemple, la classe orchestre. Ouverture de tiers-lieux aux parents. Formation des parents délégués aussi, ça marche bien ça. Atelier pour les parents non francophones. La mallette des parents, c'est des outils, le livre d'accueil, l'atelier sur les valeurs, et aussi des associations, des ONG entrent dans les établissements scolaires, ça c'est très bien, et l'école des parents. Tout soutien à la parentalité comprend une aide à l'actualisation des compétences. Moi je suis papa, mon fils a 32 ans, ma fille 28, la dernière elle a 15 ans. Est-ce que vous croyez que j'élève ma dernière de 15 ans comme mon fils qui en a 32? Jamais de la vie. Ce qui marchait pour mon fils il y a déjà 20 ans, ça ne marche plus pour la petite. La petite, elle commence à ouvrir sa bouche. Elle me dit, c'est vrai ça. Elle me dit, mais non. Je dis, oh, mais c'est pas ça. C'est calme. Vous comprenez? Mais le monde évolue. On ne peut plus agir de la même façon. C'est à nous, les parents, les adultes, de lire, d'aller chercher des solutions. Au moins, entre nous dans la culture, peut-être ailleurs, un bon livre, une bonne vidéo sur YouTube. Vous comprenez? C'est à nous d'anticiper les problèmes. Mon enfant a 10 ans, elle va entrer dans la puberté, je dois savoir ce qui va se passer. Vous comprenez? Très bien. Je conclus. On a mis en place la cité d'éducation, la coéducation, école, famille, mais aussi les ONG sociales qui travaillent dans le quartier. Et à tel moment, on reprend les problématiques qu'on a en Afrique, et vous l'avez aussi. On dit souvent en Afrique, il y a un adage qui dit il faut tout un village pour éduquer un enfant. Vous connaissez ça? On ne sait plus dans quel pays l'Afrique. L'Afrique, elle est immense, hein, de l'Afrique du Sud à l'Afrique du Nord. On le répète bêtement, mais les chercheurs, on ne sait plus l'auteur. Il faut tout un village pour éduquer un enfant. Vous le savez très bien dans vos traditions culturelles et comment. Lorsqu'on était moins nombreux,
et le chiffre change la donne, la démographie, hein, dans les cultures. Eh bien, le collectif éduquer l'enfant. Eh bien, aujourd'hui, dans les cités modernes, on revient là-dessus. Il faut tout un village, parents, enseignants, le professeur de foot, la professeure de danse ou d'activité sportive ou culturelle de l'enfant. Tout le monde va se mettre autour de la table. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle une cité éducative. C'est le principe de la coéducation. Ensemble, on sera plus fort et surtout que l'enfant ne filera pas dans les pattes. Tous les adultes qui encadrent l'enfant la semaine seront autour de la table, allez, une fois tous les 3 mois. C'est déjà pas mal. D'accord? Voilà. J'ai terminé sur le site de l'Observatoire de la parentalité. Vous allez trouver beaucoup de sources et d'outils. Si ça vous intéresse en termes de recherche, en termes de pratique, ou simplement en termes de parents, des ouvrages que j'ai écrits sur les parents face à l'éducation de leurs enfants en 2015, avec mon collègue Michel Lachumanin, que tu as bien connu, cercle de l'éducation, famille et parentalité. Voilà, j'espère avoir rempli ma commande. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Merci de votre attention. Merci, professeur. Je pense que le public a bien suivi avec une attention particulière la présentation et l'exposition de notre professeur. Maintenant, nous allons donner la parole au public pour pouvoir intervenir. Alors les parents dans la salle, les parents, les grands-parents, les mamans. Nous allons commencer par les dames. Vous avez le mot. Bonjour, Madame Falda Djali, mère de 2 enfants, mère célibataire, comme dit l'expression, qui est seule. Donc moi, j'ai entendu avec beaucoup de... Je me suis beaucoup retrouvée à travers votre exposé. Je suis là par rapport à ce que vous avez dit sur l'évolution de l'enfant. Vous avez parlé de la positivité. Aujourd'hui, les enfants qui peuvent aller plus loin que les parents par rapport aux réseaux sociaux, et aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi ce côté-là qui est quand même négatif. On le ressent aujourd'hui. Les enfants passent beaucoup de temps au téléphone et on n'a pas beaucoup de temps d'échange en fait. Donc ils se disent qu'ils se retrouvent beaucoup plus. On a l'impression qu'ils sont éduqués par les réseaux sociaux. L'éducation de l'enfant d'aujourd'hui est dans les réseaux sociaux et on perd vraiment l'éducation qu'on a eue de parents et justement ce que vous avez dit de grands-parents. Au Comores, l'attachement, je me rappelle quand j'ai eu mes 2 enfants, ma grand-mère me disait toujours allait, il y aura l'attachement. Il y aura l'attachement avec l'enfant. L'allaitement conduit à cet attachement et l'enfant sera humain. Voilà. Donc c'était par rapport à ça. Que faire aujourd'hui avec nos enfants qui sont obsédés par les réseaux sociaux? Merci madame, c'est une excellente question. La question des réseaux sociaux, des écrans, qui va prendre tout le temps de nos enfants et on va échanger avec eux très peu. Finalement, madame a raison, c'est d'autres entités qui éduquent nos enfants. D'autres savoirs leur viennent. On en oublie de leur donner nos savoirs à nous culturellement. Tout ça, ça passe à la trappe. On est sur une époque de grand balayage et si on n'y prend pas garde, nos enfants nous ressembleront encore moins. Hein? On le sait dans les sociétés chaudes, les anthropologues parlent des sociétés chaudes qui évoluent rapidement. Je qu'on est dans des sociétés chaudes, ce n'est pas la température. Hein? Et les sociétés froides évoluent doucement. Si on évolue doucement, les caractéristiques, les structures, les outils, je pourrais parler à mon grand-père, on parlera le même langage, on travaillera ensemble. Vous comprenez, la terre ou un autre système. Mais dans les sociétés qui évoluent rapidement, il y a beaucoup de conflits intergénérationnels. Parce que les gens ne se retrouvent pas. Donc, quelque part, le danger, c'est ça. Et là, on est déjà on n'a pas réagi assez tôt. Quand je dis on, c'est les chercheurs, les structures politiques en général. Ces outils-là, tout ce qu'il y a derrière, nous a devancé. Vous comprenez? C'est une accélération sans précédent. Donc, que faire maintenant?
Aïe, aïe, aïe. On a beaucoup de problématiques là-dessus sur les écrans. Les gens, ils appellent, ils ne savent plus quoi faire. Mon enfant ne m'écoute pas. Il est à table, il mange avec ça. Je lui parle, il me crie dessus. Voilà ce que disent les parents. C'est le monde à l'envers. Il n'y a plus la reconnaissance des aînés, le respect de la sagesse, etc. etc., etc. Donc l'idée, c'est de freiner ces bêtes-là, mais ce n'est pas facile. Je pense que l'idée, c'est peut-être de rentrer dans ces réseaux sociaux et de ramener, vous savez, c'est pas le cheval de Troie, mais de ramener la culture, la tradition, le lien avec les parents à travers des spots que les marmailles regarderaient. Vous comprenez? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est à nous de nous mettre à la tâche, chercheurs, praticiens, pour produire des vidéos, produire des spots qui parlent de la culture comorienne. Et pas que d'autres nations. Vous suivez? Ou d'autres représentations. Il faut se servir des outils modernes pour revenir au sens. Parce qu'on ne pourra pas leur laisser partir. Quitter ça. Nous aussi, on les aime, ces bêtes-là. Hein? Vous en avez tous pratiquement dans vos poches. Vous comprenez? Donc ça va être trop difficile de venir en arrière. Il faut utiliser ces outils-là et fabriquer des vidéos, des reportages, des choses qui vont venir aux yeux des jeunes. Et peut-être qu'un jour, ils reviendront un peu plus vers vous, vers la pratique. Espérons-le, Inch'Allah. Nous allons prendre juste 3 interventions parce qu'il va y avoir encore d'autres conférences pour passer à l'autre. Oui. Bonjour tout le monde, merci professeur. Je suis extrêmement content de vous entendre dire qu'il faut utiliser ces outils pour justement imposer d'autres visions du monde. Personnellement, je suis rentré au Coran, ça fait 3 ans, et c'est exactement ce que je fais en tant qu'anthropologue. J'ai beaucoup d'émissions culturelles sur les réseaux, et mes collègues ici savent très bien que c'est absolument suivi par beaucoup de jeunes. Et j'ai fini par créer un orchestre de musique locale pour justement contrebalancer un peu avec cette inflation culturelle, musicale. Et pour ne pas être très récemment, on faisait un concert, un parade, et mon fils qui est né en France était là. Moi j'étais sur scène avec les musiciens, la musique classique, et on a fini notre concert, je le voyais danser, on est rentré à la maison. Et le lendemain matin, il me fait « Papa, c'est incroyable ce que j'ai vécu hier. » Qu'est-ce que tu as vécu hier? J'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas et c'est absolument merveilleux. Regarde la vidéo, il me montre la vidéo et c'est vrai que quand il dansait, il était complètement transporté par cette musique locale qu'il fallait lui. Et pour ne pas être long, pour terminer, je pense que nous ne devons pas seulement pointer du doigt nos enfants, il faut aussi pointer du doigt nous-mêmes. Car ce ne sont pas seulement les enfants qui ont changé, nous avons changé en tant que parents. Et nous contribuons au changement des enfants. Nous sommes en train de vivre une mutation énorme qui nous touche, nous aussi les parents. Et du coup, nous n'offrons pas d'alternative aux enfants. Qu'est-ce que vous voulez que l'enfant fasse? Il a du rap matin soir, il a, je sais pas moi, telle pratique, telle vision, telle approche qui n'est pas du tout comme il y a du matin au soir. Qu'est-ce que nous lui offrons comme alternative? Rien du tout. Donc, professeur, je suis absolument d'accord avec ce que vous avez dit et ça m'a fait vraiment plaisir que vous évoquiez cette idée d'utiliser les réseaux. C'est ce que je fais depuis 3 ans. Merci. Merci docteur. Bon, puisque juste elle est à côté, vous pouvez rapidement poser votre appréciation de tour du professeur Moussa. Je voulais dire que vous avez fait la conférence ici au CNDRS. Vous attendez des parents. Malheureusement, les parents ne sont pas là. Est-ce que vous avez pensé à si on non, là, ça n'a pas répondu. Ça n'a pas répondu. Vu que ça a été partagé un peu partout. Moi, j'ai vu sur Facebook. Là, je me suis dit qu'il y a des milliers de personnes qui ont vu, des milliers de Comoriens qui ont vu. Et ça n'a pas répondu. Est-ce
est-ce que vous avez pensé à sillonner un peu les établissements scolaires? Est-ce que vous avez pensé à sillonner un peu les villes, les quartiers? C'est ma question. Alors, merci. Merci beaucoup, et c'est vrai qu'on n'est pas nombreux, mais c'est déjà ça. Beaucoup de gens viennent moins dans les conférences en âme. Mais ça, c'est vous qui allez le faire. C'est l'équipe des Comoriens de l'Observatoire. D'accord? Un pool, madame, vous pouvez être dedans, un pool, pour aller ensuite sillonner. Vous comprenez ce que je veux dire? On se donne le relais. Je ne pourrais pas. Alors il me faut une carte de résidence comorien que je vais inviter ici. Pourquoi pas? Je vous en prie, chers collègues. Merci beaucoup, chers collègues et chers amis. Assalamu alaikum. En tant qu'historien, au niveau de l'histoire, on s'intéresse toujours aux causes, aux origines. Mais pourquoi cette situation? Ici au Comores, nous avons vécu une première cohabitation culturelle. L'arrivée de l'islam. Et là, il n'y a pas eu de grosses difficultés, puisque le Comorien avait intégré l'islam. Donc le problème ne se posait pas très bien. Il y avait le mariage d'amour entre l'islam et la civilisation comorienne traditionnelle. Et puis il y a eu, et c'est là où les problèmes ont commencé, l'avènement de la colonisation. Alors là, c'est difficile, parce qu'aller à l'école du blanc, c'était interprété comme si vous allez souscrire au catholicisme. Vous allez devenir un infidèle. Alors là, le problème s'est posé. Donc là, si vous situez le problème au niveau de l'école et de la famille, là, vous avez bien centré les choses. Car actuellement, il faut marier. Vous savez on nous disait, nous, quand on allait à l'école, dans les années 60, on allait à l'école de garçons. Il n'y avait pas de filles. Une fille à l'école, on disait, ça n'aboutira à rien. Donc, il y avait cette confrontation idéologique qui faisait que ces stations n'ont pas aidé à avancer. Et puis également la structure familiale, que vous connaissez très bien. Le Maniahoum, ce système dont Monfoudi François Coppens disait un système un peu particulier dans un pays musulman. Et aujourd'hui, ça continue encore à être compliqué par les hommes. Vous savez que quand on est homme ici au Comores, on est comme le dieu Janus, le dieu à double face. Hein? Du côté de mon épouse, je suis mon idole, propriétaire de maison. Mais du côté de ma famille utérine, je suis oncle maternel. Je suis Itoile tête de maison. Et c'est un problème. Parce que les biens que je gère chez mon épouse ne m'appartiennent pas, ils appartiennent à la femme. À la femme. Donc, mais moi, je fais des abus, je refuse. Donc, et les enfants souffrent. Et le problème commence. Du côté de ma famille utérienne, c'est moi qui gère ces biens, mais ces biens appartiennent aux sœurs. Donc là, il y a cette complication, c'est pourquoi ça serait bien de venir renforcer cet observatoire de la parentalité pour pouvoir analyser tout ce qui entoure la matrilocalité, parce que ça crée des problèmes et les enfants sont parfois abandonnés. Exactement, merci chers frères, chers collègues, professeurs comme moi. Merci parce qu'on doit renforcer cet observatoire qui est une association, c'est pas politique, avec des chercheurs, des praticiens, et les paroles sont importantes, pour faire un petit noyau, que l'on puisse sceller ce noyau à la fin de cette conférence. C'est très important. Ça part de là, vous avez des initiatives. Merci beaucoup. Merci bien, c'est Ibrahim Mohamed, chercheur La dernière intervention. Merci. chercheur de Saint-Dérès, domaine de recherche en anthropologie culturelle et l'aspect linguistique. Le peu que je puisse dire votre intervention, ça m'a tellement impressionné pour la simple raison qu'au Comores, on a toujours commencé l'éducation par la chio, c'est-à-dire l'école coranique.
Eh bien, j'ai découvert à ma surprise qu'aujourd'hui, cette éducation n'est pas du tout. Ce qui fait que les enfants manquent de respect à leurs parents. Parce que quand on était à l'école coranique, on devait toujours se soumettre aux ordres des parents. C'est tout un problème. Donc on est en quelque sorte assimilé, parce qu'on veut toujours faire l'école comme si on était en France, ou bien je dirais que l'éducation n'est pas absolue, elle est relative par rapport au pays. Donc je plaide pour qu'on fasse un retour aux sources au Palachio. Et deuxième point, c'est le langage, la langue. Les parents eux-mêmes ne parlent pas le comorien. Comment l'enfant peut s'exprimer en comorien? Voilà. Alors il y a une grande accélération à tous les niveaux. Merci monsieur, vous avez parlé des écoles coraniques. C'est une instance de socialisation qui n'est plus là, ou moins pratiquée si j'entends. Donc quelque part c'est une perte aussi de repères, de codes, comme vous l'avez dit. Ça c'est bon. J'interviens par rapport à ce que mon ami Ibrahim vient de le dire. Le problème ne se situe pas sur le niveau Ibrahim. Le problème ici maintenant c'est quoi? C'est que tous ceux qui sont partis dans les pays arabo-musulmans du monde, ils rentrent et chacun ouvre une école coranique pour enseigner l'islam qu'il a vécu là-bas. C'est le problème. Donc, et ça crée alors qu'avant, nous, alors que nous, que vous soyez en Mayotte, que vous soyez en Joie, en Moélie, ou à la Grande Comore, l'école coranique, c'était le même programme. C'était le même. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors, vous voyez que là, on est dans l'effet de société, on pourrait aller très loin, hein, ça touche toute la société, l'éducation. Merci pour vos remarques très pointilleuses. Une dernière intervention, et puis nous allons... Merci, deux. C'était juste pour ne pas être sélectif que tu voulais me donner la parole. Merci, monsieur le professeur. Moi, je suis grand-père et père en même temps. Je viens juste d'ouvrir un petit livre. Là, j'ai vu, c'est la journée internationale des petits-fils. Petit-fils. Comme j'ai un petit-fils. C'est tous les soirs qu'on s'appelle. Je dis, papi, vas-y, papi. Alors, l'outil là que vous venez ça s'impose. Je n'ai aucun lien. Je suis sûr que je n'ai aucun lien avec mon petit-fils qui va vivre en France pendant je ne sais pas combien de temps, revenir reconnaître qu'il y avait une... Là, je m'arrête là, parce que sinon j'allais dire beaucoup de choses sur ça. Sinon, revenir sur le village et éduquer l'enfant. Ça c'était un adage, hein? Je croyais que le professeur allait le rappeler. Moi là, tu vas me dire, c'était toujours comme ça ici chez nous. Et l'enfant, il ne s'éduque pas à la maison. Hein. C'est pas sur le... C'est partout là. Autour du village, partout où il va, moi là, tu vas me dire. Et l'enfant n'est jamais à une seule famille, ou à une seule famille, ou bien à un père ou une mère, mais il est pour tout. L'enfant est pour tout le monde. Merci juste pour le petit témoignage. Merci, c'est important ce que vous dites. Mais la société, on a fait tellement d'enfants, on est tellement nombreux, qu'on n'a plus de villages, plus beaucoup de villages. On a des villes partout, des petites villes, des moyennes villes, et la démographie fait que les mentalités évoluent, et ce regard collectif, il est moins là, finalement. Il y a comme une déresponsabilité, une conscience de la déresponsabilité, alors que nos anciens étaient beaucoup plus responsables pour tenir la vie, vous comprenez, et la transmettre, parce qu'ils étaient peu nombreux, il y avait plus de maladies, etc., etc. Donc ils étaient plus solidaires, ils veillaient beaucoup plus à l'éducation collective, comme vous dites, on s'individualise, le normal il fait des bêtises, je ne l'ai pas vu, je suis lâche par rapport à cet enfant ou ses parents. Vous comprenez? Donc il y a des représentations et des mentalités. Merci beaucoup, c'était très riche. Vos remarques, chacun, chacune, merci. Si vous voulez, on va couper pour laisser la parole à notre frère et on reviendra après la conférence pour faire un petit peu un cercle. Merci professeur, merci à tous les participants pour les contributions qui ont été importantes. Maintenant, nous allons donner la parole au modérateur pour gérer la deuxième présentation. Merci.
Merci l'assistance. Alors nous allons continuer la prochaine session par mon aîné, mon chef, le docteur Ibrahim Djabé, qui est, comme il a été dit tout à l'heure, urgentiste et en même temps le chef du service des urgences à l'hôpital de référence nationale El Marouf. C'est très clair pour ça. Salam alaikum. Un petit mot par rapport au mois de Hajj. Mwezi mtukufu zansuku mwezi nutirenzi onde sidua na simba hafadha na sinowana kwa kama suje ya wana mambo swami ni shikomori da sidoka sijone tsofan present de shikomorana shizu. Nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur en vérité, les accidents vasculaires cérébraux. Ça me tient à cœur pour beaucoup de raisons que nous n'aurons pas le temps d'évoquer ici. Mais nous allons commencer par ce diapo que vous voyez affiché. Vous avez au niveau du thorax le cœur qui pompe le sang oxygéné, qui va passer par ces tuyaux que nous appelons artères pour alimenter le cerveau et bien entendu d'autres tissus de l'organisme. Mais nous allons nous intéresser au niveau du cerveau parce que nous allons parler d'un accident vasculaire cérébral. C'est un accident qui survient au niveau d'un vaisseau du cerveau. Je vais commencer par un petit recensement que nous avons fait en 2012 aux urgences. Vous regardez avec moi. En 2012, nous avons eu 78 accidents vasculaires cérébraux, 48 femmes, 30 hommes. Et vous voyez que le mois de juin, juillet, août, il y a eu 29. C'est un peu moins de la moitié. On a encore fait une petite étude en 2023. Là, quand vous voyez bien, vous avez un total de 334 accidents vasculaires cérébraux, dont 141 hommes et presque 200 femmes. Mais ce qui est intéressant sur ce diapo, et c'est ce qui me fait beaucoup de mal, et ça devrait nous toucher tous pour que cette situation, cette tendance change dans cette année 2025 ou les années à venir. Vous voyez, nous avons eu 334 accidents vasculaires cérébraux, seulement 34 ont eu accès au traitement. C'est quand même grave. 300 ont raté le traitement parce qu'ils sont venus trop tard. Le délai, s'il vous plaît, c'est très important. Je répète, 2023, 334 accidents vasculaires cérébraux que nous avons eu aux urgences, seulement 34 ont été traités, c'est 10%, et 90% n'ont pas eu le traitement de l'accident vasculaire cérébral. Regardez encore avec moi, juin, juillet, août, 109, c'est à peu près le tiers des accidents vasculaires cérébraux. Je laisse la place aux jeunes d'aller étudier pourquoi ces 3 mois, les accidents vasculaires cérébraux augmentent. Nous, on se dit que c'est probablement dû au grand mariage où il y a le groupe où l'argent n'est pas là, etc. Mais ça reste à vérifier. Le décès, on n'a pas recensé le décès de 2012, mais en 2023, 17 femmes ont trouvé la mort, 9 hommes ont eu la mort. Vous regardez que malheureusement les femmes sont les plus touchées aux urgences de l'hôpital El Marouf. Un mot de définition, l'accident vasculaire cérébral, c'est que c'est la survenue brutale d'un déficit neurologique. C'est-à-dire que d'un coup, vous perdez un hémicorps, vous perdez la vue, ou vous avez des vertiges brutalement, et c'est d'origine vasculaire. Le vaisseau qui alimentait le cerveau a eu un problème, et le mécanisme est ischémique ou hémorragique. Soit le vaisseau est bouché, ou il est rompu. Les facteurs de risque, il y en a plein, il y a l'âge, mais malheureusement tous les âges arrivent à l'avoir. Malheureusement,
J'ai en mémoire un petit garçon de 13 ans, il y a 8-9 ans, qui est venu aux urgences. Il est à l'école, nous a amené parce que baisse brutale de la vue. Heureusement, l'ophtalmo a fait un fond il a trouvé le caillou avec l'aspirine. L'enfant a repris la vue, il a été évacué, mais il voit bien et il est à présent dans la vie active. Le sexe, les deux sont touchés, mais pour nous, les femmes sont les plus touchées. Facteur risque, quelqu'un qui a eu un AVC, malheureusement, risque aussi de l'avoir. L'hypertension artérielle, le tabac, il est responsable d'une maladie que nous appelons une maladie traîtresse, parce que le tabac, il tue en se cachant. C'est-à-dire que les tuyaux, les artères qui transportent le sang, subissent des plaques d'athérome, et ces plaques d'athérome ferment progressivement la lumière où passe le sang, et continuent à le fermer pendant que la personne se sent bien, et malheureusement à la fin le surprend ou le surprend. Il y a aussi les pathologies cardiaques, la fibrillation auriculaire, c'est-à-dire qu'on a eu tout le BPC, le cœur est composé sous le cardiologue là, le cœur est composé de 4 chambres séparées en 2 grandes parties. La partie gauche sans propre, l'autre partie sans sale, riche en gaz carbonique. Il arrive des moments malheureusement où les auricules en haut, au lieu de se contracter normalement, ramener le sang en bas, ils fibrillent, c'est-à-dire ne contrôlent pas bien le sang. Et le fait de ne pas bien se contracter, le sang qui est là, qui traîne, risque de coaguler, et ces cailloux malheureusement vont boucher l'artère cérébrale, et le malade malheureusement va finir par son accident vasculaire cérébral. Il y a aussi les maladies des valves, les petits portes du cœur. Le diabète est responsable des AVC, l'obésité, mais il y en a moins au commun, l'obésité, heureusement pour nous. Et la dyslipidémie, le cholestérol, mais plutôt le mauvais cholestérol. Un peu dans la physiologie, le système nerveux, il est composé de 3 grandes hémisphères. L'hémisphère cérébral droit, qui commande l'hémicorps gauche, l'hémisphère cérébral gauche, qui commande l'hémicorps droit, et le tronc cérébral, qui commande le tronc, commande l'activité cardiaque, la respiration, les intestins. Mais il faut aussi ajouter que dedans, il y a des zones du cerveau qui sont responsables de la parole, à gauche pour les droitiers, il y a aussi la zone qui est aussi responsable de la vie. Donc il y a, on dirait, 5, il y a 3 grands cerveaux, hémisphère cérébral droit, hémisphère cérébral gauche, le tronc cérébral, mais il y a les 2 petits cerveaux que l'un commande la parole et l'autre commande la vie. Donc chacun de ces 3 petits moteurs, une fois subi un accident, c'est déjà un accident vasculaire cérébral. On les cause à journée qui c'est ischémique, c'est quand l'artère bouche, avec un caillot de sang, avec les plaques d'athérome malheureusement pour les tabagiques, qui diminuent un peu la lumière où passe le sang et ça risque de créer des ennuis, mais aussi le cancer malheureux, les cellules cancéreuses nous embêtent également. L'autre cause, c'est l'hémorragie. Quand l'artère du vaisseau pète, c'est du sang qui va noyer le cerveau et ça sera un AVC hémorragique. Ça va être en cas d'un anévrisme de l'aorte des artères. C'est une artère mal formée, malheureusement, et qui risque de se rompre. L'hypertension artérielle peut être responsable de l'AVC hémorragique, tout comme l'AVC ischémique. Il y a aussi les hémorragies tumorales que nous voyons également. Comment reconnaître l'accident vasculaire? Comme nous sommes francophones, c'est le mot vide. Quand on retient vide en sortant d'ici, tout le monde saura dire c'est un accident, comme l'accident de la voie publique, comme l'accident du monial, comme l'accident de quelqu'un qui tombe dans un arbre. Ces accidents-là sont reconnus, sauf que l'AVC n'est pas reconnu, c'est quand même pas bien. Sortons ici avec le mot vide, le vide pour le visage. Quand vous êtes avec quelqu'un qui a le visage affaissé, demandez-lui de sourire, il ne pourra pas sourire, c'est un AVC. Vous êtes avec quelqu'un qui d'un coup, il perd la motricité tellement au bout de l'hémicorps, ça passe pas de façon brutale, c'est un AVC, impossibilité de bouger les membres, bien entendu. Des troubles de la parole, vous êtes avec quelqu'un qui fait la prière, qui danse, et puis d'un coup la parole est cassée, il n'arrive pas
à même prononcer quoi que ce soit, c'est un AVC. Et eux, c'est vraiment une extrême urgence. Il faut aller très vite. Je reprends vite. Si on sort d'ici, on retient à vite, visage AVC, paralysie faciale, I comme impossibilité de bouger les micros ou un membre, T comme trouble de la parole, n'a pas bien parlé, et E, extrême urgent, il faut aller très vite. D'autres signes sont possibles, parce qu'il y a les AVC qui ont été oubliés bien avant, malheureusement. C'est les AVC de la fosse postérieure, mais ces 10 dernières années, ils sont reconnus, on essaie à les recruter, à les sauver. En cas de maux de tête, comme en cas d'hémorragie méningée, perte de l'équilibre, vous avez quelqu'un que d'un coup, il perd l'équilibre, c'est un AVC jusqu'à preuve du contraire, il ne faut pas traîner. Et les troubles de la vie. Les examens complémentaires, comment reconnaître, comment chercher l'AVC, il y a le scanner, par exemple. En tout cas, la pièce maîtresse de chercher l'AVC, c'est le scanner. Le scanner, s'il y a les signes, le scanner va nous dire si ça saigne ou pas. Le scanner ne verra pas l'ischémie. Au début, il ne verra pas ça. Par contre, le scanner verra le sang. Donc, avec le scanner, si ça saigne, c'est un AVC hémorragique. Si ça ne saigne pas, bien sûr, on présente des signes. Si ça ne saigne pas, c'est un AVC ischémique. Ces deux images du scanner, celui d'en haut, c'est le docteur, le neurochirurgien qui a traité le scanner chez nous. Celui d'en bas, c'est le neurochirurgien Chafi qui me l'a aussi traité. Tous les deux, ce sont des AVC hémorragiques parce que le traitement, on a quelquefois besoin de. Ça, c'est un AVC ischémique de 2012 lors du premier scanner du pays. Les examens complémentaires également, nous avons l'angioscanner. Malheureusement, je n'ai pas eu d'image de l'angioscanner. Les radiologues n'ont pas été sympas avec moi. Mais l'angioscanner, le tronc, les artères qui perfusent le cerveau, il y en a 4 qui passent au niveau de cou. On fait un scanner qu'on appelle angio pour mieux regarder ces 4 artères qui montent. Et puis, le polygone de Willy, un vaisseau artérien qui est au niveau du cerveau. C'est aussi l'examen qui se fait ici chez nous. Et aussi, quand vous êtes devant un accident vasculaire cérébral, l'électrocardiogramme est important pour savoir si ce n'est pas le cœur qui bug. On l'a vu en haut. Si le cœur ne pompe pas bien, ça peut être responsable, semble, de l'accident vasculaire cérébral. Ou s'il n'est pas régulier, parce que le cœur il pompe de façon régulière. Et là, du moment où il se repose, il ne pompe pas, et quand il ne pompe pas, le sang a tendance de coaguler, c'est des cailloux qui vont encore boucher et nous créer malheureusement des AVC. Bien avant l'arrivée du scanner, on avait dit que AVC avec trouble du rythme, c'est un AVC ischémique. Malheureusement, c'est balayé aujourd'hui, ça nous embête, il faut aller au scanner, mais pas les troubles du rythme. Bon, il y a les coqueurs qui regardent un peu le cœur en cas d'AVC, ça c'est des images que les cardiologues nous ont données. En dehors de l'ECG, c'est pour nous les urgences. Bon, pour l'AVC ischémique, nous avons un adage aux urgences. Tout médecin urgentiste qui se respecte doit avoir ça sur le front, fermé par la peau, apporter le juste soin et éviter la mort injuste à tout patient qui nous arrive. Apporter le juste soin et éviter la mort injuste. Pour tout malade qui a des urgences. Pour cela, il faut, en cas d'accident vasculaire cérébral, rapidement appeler les secours, le 112 qui est là, ou le 111, les pompiers, qui eux ont eu la formation, et d'emblée le scanner cérébral pour savoir si ça saigne ou pas. Et la prise en charge de l'AVC ischémique, vous avez un délai de 4h30. Passé le délai de 4h30, il n'y a pas de traitement pour l'AVC. On l'a vu ensemble, 334 AVC, 34 seulement ont été traités en 2023. Et ne rien donner à manger en cas d'accident vasculaire cérébral parce qu'il y a malheureusement des troubles de la déglutition. Niazingu Subhanahu wa Ta'ala a fait que vous avez l'œsophage, vous avez aussi la trachée. L'œsophage ramène l'alimentation vers l'estomac et la trachée ramène l'air vers le cou. Ces deux tuyaux, il y a une seule porte qui ferme l'œsophage pour permettre l'air d'aller au niveau des poumons. Et cette porte ferme
les poumons pour que l'alimentation va vers. Il s'avère malheureusement en cas d'AVC que cette porte soit perturbée, paralysée, et malheureusement vous donnez quoi manger certainement, ça n'ira pas malheureusement au niveau de l'œsophage, mais ça ira au niveau des poumons, et ça sera une pneumopathie d'inhalation qui sera mortelle malheureusement pour les malades. D'ailleurs, vous le savez plus que moi, en tant que parent, parce que je parle des parents, un enfant de moins de 6 ans, vous ne tenez pas de bon. Parce que le comprimé a tendance à ne pas aller au niveau de l'œsophage, mais à aller au niveau des poumons. Voilà. Et en cas d'AVC ischémique, il ne faut pas baisser la pression artérielle. Et c'est là le préalable de l'accident vasculaire cérébral. On reçoit aux urgences un malade qui vient de chez moi, qui a fait un AVC, et là-bas il y a eu 19 de tension, ils ont baissé la tension, arrivant chez nous, on est à 120. C'est grave. Parce que l'AVC ischémique, vous conviendrez avec moi que c'est un bouchon et que vous baissez la pression artérielle, jamais le bouchon ne va pas s'ouvrir et ça sera un caca. Donc en cas d'AVC ischémique, il ne faut pas baisser la pression artérielle, il faut le respecter jusqu'à 180 mg de systole, il ne faut pas le toucher. Et en cas de sténose de la carotide interne, les tuyaux que je vous ai parlé, l'angioscanner, quand nous avons une artère dont la lumière est fermée jusqu'à 70 et 99%, là c'est une urgence, il faut le confier à la chirurgie vasculaire que nous n'avons pas. Dans les 15 jours, il faut qu'il l'opère, qu'il ouvre ça dans les 10-15 jours. Voilà, ça c'est très important. D'où l'intérêt des bilans en cas d'AVC ischémique de faire l'angio-scanner qui est disponible chez vous. Il y a aussi la fibrillation auriculaire, je vous ai parlé. Là, il faut mettre des anticoagulants. Et malheureusement, les anticoagulants, c'est pour beaucoup de temps. Maintenant, elle a évolué la prise en charge de l'AVC ischémique. Parce qu'avant 2003, il y avait clopidogrel et aspégique. C'est ce que nous avons aujourd'hui au Comores. Mais à partir de 2003 est arrivée la fibrinolyse. Nous n'avons pas. Et 2015 est arrivée la thrombectomie. Donc nous avons un retard de 22 ans. J'espère qu'on va y arriver dans les prochaines années. N'allez pas dire que nous n'avons pas un traitement qui marche. Le traitement d'avant 2003 que nous l'avons fait récupérer 75% d'AVC ischémique, ce qui n'est pas mal. La fibrinolyse fait augmenter le pourcentage de récupération des AVC. N'en parlons plus à la thrombectomie. La thrombectomie, c'est un tuyau qui va chercher le caillou, l'enlever ou mettre une espèce de ressort pour permettre la perfusion du cerveau. Les AVC hémorragiques, dès les premiers signes, il faut aussi prévenir les secours. Il y a une question qui s'est posée bien avant 2018, la place de l'exacide dans la prise en charge des AVC. Quand vous avez la chance de regarder le Lancet de 2018, c'est une grande revue, vous verrez cet article par rapport à l'exacide aux AVC hémorragiques. Il y a eu un échec, mais moi je me pose la question si c'est vraiment pas une question des labos, comme c'est un médicament très très ancien, qui coûte rien parce que la boîte c'est 2500 l'ampoule et l'AVC c'est 2 ampoules, mais il faut que vous ayez à voir le malade dans les 90 minutes. Ce n'est pas validé, je vous le répète, c'est un débat qui est là, dont il y a des études qui sont tombées en 2018 que l'on va donner des résultats, d'autres sont sortis en 2020. En tout cas, le débat est là. Moi, je ne vous le cache pas, si j'arrive à avoir un AVC hémorragique dans le temps et que le malade est d'accord avec moi, je mets le traitement. J'ai eu depuis 2018 à mettre 2 malades qui sont sauvés. Ça ne veut pas dire que ça marche, mais moi, 90 minutes, c'est très peu, mais j'ai eu 2 cas, des proches, fort heureusement, et qui sont sauvés. Et en cas d'AVC hémorragique, la pression artérielle ne devrait pas dépasser les 130 mm de mercure. L'AVC ischémique, il faut respecter la pression artérielle. Il ne faut pas qu'il baisse en dessous de 18, comme on dit. Et en cas d'hémorragie, il ne faut pas qu'il monte à 13. Et c'est dans les 24 premières heures. C'est très important parce qu'en tout cas, les 24 premières heures sont très importantes pour sauver les accidents vasculaires cérébraux. Je répète, les 300 AVC qu'on a eu en 2023 n'ont ni eu la pression artérielle des 24 premières heures, n'en parlons plus,
le traitement des 4h30. Maintenant, en cas d'AVC hémorragique, quand il faut appeler le neurochirurgien, je vous ai montré les 2 images que nous avions fait appel. L'un a été opéré et sauvé. C'était un AVC secondaire à une tumeur du cerveau. C'est vrai qu'il avait opéré. L'autre, il n'a pas été opéré parce que, vous savez, la médecine, c'est la balance bénéfice-risque. C'était risqué à l'opérer, il n'a pas été opéré. Il faut l'appeler toujours, et toujours, si le caillot de sang est au niveau lobère. Il faut l'appeler. En cas d'hémorragie méningée, il faut l'appeler. Par contre, en cas d'hématome profond, il y a des cas, si le malade a plus de 150 ans, quand tu l'appelles, certainement, il va brûler. Donc on ne l'appelle pas parce que ce n'est pas recommandé. Il faut l'appeler s'il y a un effet de masse, il faut l'appeler s'il y a une inondation des ventricules. Il faut aussi l'appeler s'il y a un hématome cérébelleux, comme c'est le cas ici. La surveillance des 24 premières heures, c'est important parce que les 24 premières heures comptent pour la récupération du malade, mais aussi pour la survie du malade. Parce que vous savez, il y a la fonction qu'il faut maintenir, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle reprenne toutes ses fonctions, mais ça, il y a aussi la survie. Donc la glycémie devrait être surveillée, ce qui n'est pas facile, parce qu'aux urgences, c'est 1000 francs la glycémie. Et à chaque fois qu'on le mesure, c'est pas facile. La saturation d'oxygène, pour savoir si oxygéner le malade, bravo aux autorités comoriennes, parce que depuis toujours, l'oxygène est gratuit à l'hôpital El Marouf. Et il y a toujours, on n'a jamais eu de gros soucis d'oxygène. Et aussi la pression artérielle qu'il faut le surveiller, je vous le répète, AVC ischémique, il ne faut jamais laisser la pression artérielle descendre en dessous de 18, jamais. Quand vous êtes avec nous au niveau des malades, il faut les surveiller avec nous, nous taper la tête pour que nous soyons avec vous, comme vous le savez dès à présent. Par contre, si ça saigne, la pression ne devrait pas dépasser les 13. Il faut aussi surveiller la durée, parce qu'il faut savoir que si le malade fait pipi, s'il fait pipi, on est à l'aise parce qu'on peut mettre tout ce qu'on veut, mais s'il ne fait pas pipi, c'est encore un gros souci. La déglutition, il faut le surveiller. Donc ne jamais donner ni à boire, ni à manger pour un AVC au village. Il faut laisser cette tâche à l'équipe médicale. Le devenir de nos malades, c'est le retour à domicile, bien entendu, si ça se passe bien. Il y a les évacuations sanitaires, des fois des évacuations sanitaires malheureusement sauvages, vous m'excusez le terme. Et je vous dis de suite que nous avons en moyenne, pour les rapatriements, nous avons 2 avions sanitaires par mois qui arrivent prendre des malades qui ont des assurances rapatriement. Aussi le transfert de nos malades dans les services de médecine interne chez le docteur Nordine et puis cardio et puis la neurochirurgie. Un mot pour les rapatriements, parce que c'est quand même important. Il y a des études qui sont sorties il y a 10 ans qui disaient que 80 à 85% ne savent pas qu'ils sont en possession d'une assurance rapatriement. Comme nous tous, entre guillemets, nous survivons grâce à la diaspora, il faut, à partir de que le sache et que nous disons que toute personne qui a une banque quelconque, le verso, il y a le numéro de téléphone de la banque ou de l'assistance, qu'il soit à la main, au Comores, n'importe quel pays. Il peut appeler ce numéro, il aura le médecin qui va appeler le médecin qui le soigne. Entre les deux, ils pourront aller très vite à le sauver. Bon, je vous remercie, mais je vous dirais que sans abaisser la vie et je vous remercie. Merci, Dr. Djabir, d'avoir décrit les situations que nous vivons chaque jour concernant la prise en charge de l'AVC. Mais avant de donner la parole à l'assistance, permettez-moi juste de dire quelques points en commençant par ce qui se passe ici par rapport aux AVC ici au Comores. Alors, je peux vous dire que la même situation que nous vivons ici au Comores est similaire à ce qui se passe en Afrique subsaharienne. Moi j'étais à Abidjan il y a de cela 5 ans, et c'est pareil. Ça touche aussi bien les jeunes, aussi bien les hommes que les femmes. Donc ne
soyons pas surpris de l'étude épidémiologique que le docteur Djabir a présentée ici. Tout simplement, et ceci s'explique par le fait qu'il y a une transition épidémiologique des maladies infectieuses au profit des maladies cardiovasculaires qui suffisent actuellement. Alors il faut rappeler qu'il y a peu de cela, 30 à 40 ans, c'était surtout les maladies infectieuses qui faisaient plein ici dans nos pays. On parlait beaucoup des diarrhées, on parlait beaucoup des paludismes, même si actuellement on a une recrudescence des cas, mais c'était vraiment des maladies infectieuses qu'on voyait dans nos hôpitaux dans les années 70-80. Mais ici, ces dernières années, nous voyons fréquemment les maladies cardiovasculaires qui prennent la place. Donc, ne soyons pas surpris si aujourd'hui nous avons cette transition épidémiologique des maladies infectieuses au profit des maladies cardiovasculaires. Deuxièmement, je termine sur le deuxième point, pour parler aussi du délai de prise en charge, qui est vraiment très important. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue ici l'année dernière. C'est un monsieur qui est connu ici, c'est un grand monsieur que je respecte beaucoup, et qui fait des émissions tous les jours, on le voit tous les jours sur Facebook. Mais je vous dis, un jour, il était dans un séminaire, il était en train de parler, et il y a la parole qui était prise. Il a commencé de parler une première fois, une deuxième fois, il s'est arrêté. Il a appelé sa femme, et sa femme a appelé mon aîné, docteur Ali Mohamed, pour lui dire que il y a monsieur qui est en train de, je pense, en train de faire un AVC. Moins de 30 minutes, quand j'étais en consultation, et mon chef m'a appelé, m'a dit que il y a monsieur tel qui va venir là tout à l'heure, je pense qu'il est en train de faire un AVC. Et je vous dis, j'ai arrêté directement mes consultations, Dieu merci, il était venu, je l'ai pris rapidement, je l'ai envoyé faire le scanner. À cette époque, c'était en décembre, le scanner d'Elmaouche ne marchait pas, je l'ai envoyé avec le 3000, on a fait le scanner, et il est venu, il est pris en charge dans les 30 minutes, et je vous dis, aujourd'hui, le monsieur est là, vous n'avez jamais pensé qu'il a fait une AVC. Et c'était une AVC ischémique qui était constituée. Voilà, je vous remercie. Saïd Mahmoud, ancien chercheur à l'Université de Comores. D'abord, un grand merci d'abord à monsieur Mater, parce que je n'ai pas eu le temps de placer un petit mot pour l'exposer de tout à l'heure. Donc j'adresse également un grand merci à l'endroit de Dr Djabir et à l'endroit de notre collègue, pour m'excuser, je n'ai pas retenu votre prénom. L'exposé est très très intéressant parce que de toute façon c'est ce qu'on parle de l'AVC tous les jours. Il n'y a pas une seule minute qu'on ne parle pas d'AVC au Comores. Donc c'est devenu une maladie permanente chez nous malheureusement. Et en suivant l'exposé, j'ai bien appris beaucoup de choses et j'ai découvert que l'exposé concernait beaucoup plus l'éveil à la personne qui est dans le risque d'attraper l'AVC ou qui l'a déjà attrapé. Je vais quand même poser la question autrement. Comment faire pour éviter que cela n'arrive? Parce que j'habite à Maloussini, tous les matins je vois des personnes qui font du sport de façon très très énergique parce qu'ils veulent éviter l'AVC. D'autres me disent, bon moi je prends tous les matins de l'eau chaude pour éviter l'AVC. Ils vont jusqu'à parler de citron et d'orange qui disent qu'il faut éviter l'AVC. Alors, enfin, on ne sait pas. Que faut-il faire pour l'éviter? Merci.
Excusez-moi. Merci, merci beaucoup. Encore une fois, Jed. C'est pas une par une, non? Hein? C'est ce que j'ai dit, c'était répondu une par une, non? Oui. Hein? C'était ça. On répond. Ou bien on passe les interventions. Moi, je ne vais pas faire une intervention, je fais juste une petite annonce. Mahmoud se demande, mais que veut dire qu'il va parler des AVC? J'ai failli être médecin. Le témoin est là. Mon docteur Kabir. Donc cette annonce, il devrait le faire, sinon je l'espérais le fasse. C'est qu'il existe, il y a déjà 10 ans de cela, une association qui s'appelle les Amis du Cœur, que je suis chargé de la communication de cette structure, qui est malheureusement dommage qu'il s'est mis à veiller ces derniers temps pour des raisons. Mais je crois que je demanderai l'adhésion de tous public à cette association. Pourquoi? Parce que M. Diallo tout à l'heure parlait. Il a dit ces petits trucs en disant les machouhou, tout ça. Ça veut dire qu'on a remarqué, ou bien sur les études faites, on aurait dû croire que parmi les raisons ou bien les causes des AVC sont beaucoup plus sociales que maladies. Donc je demanderai à ce que pourquoi j'ai chuchoté avec monsieur le docteur. Je croyais qu'il parlait de quelqu'un. Le secrétaire général de notre structure, de cette association qui s'appelle les Amis du Cœur, il n'y a pas de secret à dire, c'est M. Mishtar. L'histoire, vous connaissez l'histoire. Djalil fait partie aussi de ce groupe-là parce que c'est une association des médecins, des cardiologues. Et qu'est-ce que vous faites là, Jed, sur cette association? Parce que j'aime toujours les amis, hein, quand on parle des Amis du Cœur, donc j'étais obligé d'être là. Je suis chargé de la communication, donc je demanderai à ce que tout le monde adhère. Et le secrétaire général de cette association a été déjà attaqué par un AVC. Et c'est l'histoire. Et dommage, heureusement qu'il s'est repris. Je pense que le docteur est au courant de... Donc je demanderai à ce que... Pourquoi cette association? Une association qui fait beaucoup d'efforts, qui a fait beaucoup de caravanes, de sensibilisation, surtout en période quand on va vers les mois de Ramadan. Parce que là, avec toutes ces histoires de contrôle de glycémie, donc on fait beaucoup de choses. Dommage qu'il s'est mis un peu en pièce pour des raisons qu'on va essayer de dénouer et puis continuer à travailler. Donc je demanderai l'adhésion de tout le monde à cette association. C'est une association qui lutte ou bien qui sensibilise les gens sur les signes ou bien les AVC qui sont devenus ces derniers temps fatals. Merci. La réponse à la question, c'est... Bon, la première question. Les AVC, les AVC ischémiques, artères bouchées, et les AVC hémorragiques. Les AVC ischémiques, c'est 85% de la totalité des AVC. Les AVC ischémiques, c'est le diabète, il faut l'équilibrer. C'est l'hypertension artérielle, il faut l'équilibrer. La dyslipidémie, le mauvais cholestérol, il faut le traiter. Et la sédentarité, sauf que la sédentarité, il faut faire un peu de sport. Et je dirais que c'est vraiment, c'est tout. Moi, les AVC que nous voyons souvent, c'est toujours par rupture thérapeutique. Ils ne prennent pas le traitement. Je dis souvent, quand tu es là, le studio, oiseau, il y avait le courant. Malheureusement, la vie de l'oiseau, il y a pour catalyser les problèmes. Bon, je laisse le avancer parce que c'est vraiment son domaine d'appréhension. D'accord, merci. Alors, j'aimerais répondre à la question de M. Mahmoud. Alors, comment faire pour prévenir l'AVC? La réponse est simple. C'est comment, si vous permettez de reformuler votre question, c'est comment faire pour prévenir les maladies cardiovasculaires. C'est ça. Pourquoi? Parce que l'AVC entre dans les cadres des maladies cardiovasculaires. Il n'y a pas seulement les AVC. On ne traite pas vraiment les AVC. On traite, bon, les AVC font peur tout simplement parce qu'il y a une partie du corps qui est vraiment qui est visible, quoi, qui est atteint et qui est visible qu'on voit. Mais il n'y a plus, je peux dire, il n'y a plus difficile que les AVC, hein, les insuffisances cardiaques. Bon.
désolé, Dr. Jabir, mais les insuffisances cardiaques, c'est vraiment difficile. Imaginez quelqu'un qui est là, qui présente une insuffisance cardiaque, qui a du mal à respirer. Parce que c'est la première seconde que quelqu'un qui a une insuffisance cardiaque présente. Dr. Jabir est là, sans oxygène, vous voyez comment le patient vit. Donc, si vous permettez, je peux essayer de reformuler votre question encore une fois. C'est comment prévenir les maladies cardiovasculaires. Alors, il y a la prévention en termes de maladies cardiovasculaires. La prévention, c'est surtout de diminuer la mortalité et la morbidité des sujets, peu importe leur âge. Donc, la mortalité et la morbidité. La mortalité, pourquoi? Parce que les maladies cardiovasculaires actuellement constituent les premières causes des décès prématurés. Imaginez un jeune qui fait une crise cardiaque à l'âge de 35 ans. C'est quand même un problème. Pourquoi parler aussi de la morbidité? Imaginez un enfant, un jeune de 30 ans ou 35 ans qui fait un AVC et qui devient par la suite dépendant de quelque chose. C'est encore un problème. Voilà pourquoi il faut miser à tout prix sur la prévention. Et en matière toujours de maladies cardiovasculaires et partout dans les maladies chroniques, il y a deux types de prévention. Il y a la prévention primaire et aussi la prévention secondaire. Alors, la prévention primaire, c'est quand vous êtes là et que vous ne présentez pas du tout des signes en rapport avec une maladie cardiovasculaire. Je dis bien, si c'est un signe, vous ne présentez pas des signes. Il est possible que vous avez ceci, mais ceci ne se manifeste pas. Voilà pourquoi il y a un certain âge où il faut commencer déjà à faire des consultations, à essayer, à chercher si, oui ou non, on présente ces maladies. Chez l'homme, il faut commencer dès l'âge de 40 ans. Chez la femme, c'est l'âge de 50 ans. Donc, vous avez plus de 40 ans, alors il faut commencer déjà à aller à l'hôpital pour prendre l'attention, pour voir si oui ou non vous avez l'attention. On ne sait jamais. Hein. Il faut aller voir si oui vous avez la glycémie ou non. On ne sait jamais. Hein. Ok. Maintenant, il y a la prévention secondaire. La prévention secondaire, ici, elle est axée surtout pour la récidive de l'événement cardiovasculaire. C'est-à-dire, en prévention secondaire, vous avez déjà eu l'événement cardiovasculaire. Vous avez fait l'AVC, vous avez fait l'insuffisance cardiaque, vous avez fait, entre autres, toutes les complications des maladies cardiovasculaires, mais il faut éviter que ça ne se récidive pas. Imaginez quelqu'un qui fait un AVC, c'est un petit territoire qui est atteint, et qui refait encore une autre AVC. C'est difficile parce qu'on ne sait pas. Imaginez que c'est un tiers, le premier territoire qui était atteint. Donc, disons un tiers du cerveau qui est atteint. Il fait encore une autre AVC. Disons, ça sera le 2 tiers. Donc, imaginez la suite. Donc, premier accès, c'est d'éviter la récidive. Deuxième accès, c'est d'éviter les complications liées à l'AVC. Hein? Les complications sont nombreuses. Et troisième, c'est d'éviter qu'il y a d'autres événements cardiovasculaires qui apparaissent. Voilà pourquoi, quand vous faites un AVC, on fait, d'ailleurs, le docteur Jabir l'a souligné, on fait un panel d'examen. On regarde le cœur. Est-ce que le cœur n'est pas atteint? On regarde les reins. Est-ce que les reins ne sont pas atteints? On regarde les yeux. On regarde tout. Donc, ne soyez pas surpris si vous faites un AVC et que vous êtes à l'hôpital et qu'on vous demande tout. C'est pour voir s'il n'y a pas d'autres lésions associées aux maladies cardiovasculaires. Parce que le mécanisme est le même, hein, aussi bien sur le cœur, aussi bien sur le cerveau, aussi bien que sur les reins. Le cœur, c'est la crise cardiaque. Les reins, c'est l'insuffisance rénale. Vous passez à la dialyse. Si vous faites une insuffisance rénale chronique, à la fin, c'est à la dialyse. Merci. Ah, bon, je ne suis pas prévenu. Alors, dans ce cas-là, pour faire la prévention, il y a plusieurs choses. Hein. Éviter la sédentarité et de pratiquer le sport. Et il est recommandé de faire 30 minutes par jour, d'activité physique. Alors, l'activité physique, ce n'est pas forcément de courir ici
mais c'est juste d'être en activité, de marcher 30 minutes par jour, par jour. Et deuxièmement, éviter de fumer, éviter de manger trop salé, surtout à partir de 40 ans, il faut toujours contrôler son alimentation. Ne pas manger trop gras. Alors, il faut bien essayer de manger sgogo, comme l'habitude de dire mon chef, il faut manger trop sgogo. Et voilà, je pense que c'est ce que je peux dire. Voilà. Tout juste 40 minutes, 40 secondes. Ma question s'adresse à Dr Diaby. En votre qualité d'urgentiste, quelles leçons relatives à la santé avez-vous tirées dans les réseaux sociaux? Je mentionnerai les ChatGPT, les DeepSeek, les WhatsApp, parce que j'ai l'impression que nous sommes victimes parfois de leur enseignement. On dit par exemple, quand vous êtes diabétique, vous êtes de type 2, il faudrait peut-être prendre des poudres de girofle, patati patata, si vous êtes hypoglycémique. Donc on a tous ces enseignements que j'ai l'impression que nous sommes victimes parce que nous avons tendance à appliquer sans toutefois avoir des renseignements. Donc voilà, c'est la question. Quelles leçons avez-vous tirées de ces nouvelles technologies? Bon, la réponse a été donnée bien avant. Il faut que nous, médecins, on s'organise à envoyer des spots dans les réseaux sociaux. Bon, malheureusement, je ne vous le cache pas, moi je ne suis pas dedans. Vous me verrez plus sur le Facebook, ni sur Messenger, peut-être WhatsApp. Et WhatsApp c'est très serré. Donc je suis très mal placé à agir par rapport à ces réseaux. Moi, ma petite leçon à donner, c'est que il y a un délai à respecter pour éviter l'handicap familial. C'était dit ici, gestion parentale. Un AVC, c'est lourd pour nous. S'il n'y a pas de service de rééducation, il n'y a pas un accueil autre que nous. Imaginez un AVC, des bouches, le faire manger. À la fin, c'est des escales et ça pue à la maison et on ne saura rien faire. Donc moi, le petit message que je voulais donner, j'ai fait de mon mieux pour donner des diapos compréhensibles. Je ne sais pas si j'en ai réussi, mais c'était ça mon objectif. C'est de vous dire que vite, en cas d'accident vasculaire cérébral, faites-le comme s'il y a un accident de la voie publique. Ramenez-nous rapidement aux urgences. Ne faites pas comme Nourdine Alimamed. Je ne crois pas qu'ils ont bien joué. Ils auraient dû passer par nous qui savons comment aller vite. Parce que la médecine d'urgence, c'est une spécialité, vous le savez, même si, en France, ça a fait de gros retards à être reconnu sur le plan scientifique. Il a attendu les attentats du Bataclan pour reconnaître la spécialité de médecine d'urgence comme étant scientifique. Donc, ils ont dit une gros retard. Donc, si la France n'a pas reconnu la médecine d'urgence comme spécialité scientifique pendant ça fait 50 ans qu'ils font la médecine, il a attendu les attentats du Bataclan pour reconnaître la spécialité. N'en parlons-nous? Voilà, en gros, AVC aux urgences. Nous savons comment faire. N'amenez pas le malade ailleurs pour perdre du temps. N'en parlons plus que les urgences sont à côté du scanner. Qu'il soit chez Marem ou à l'hôpital. Parce que AVC égale scanner, pas plus. Hein. Savoir si ça saigne ou si ça ne saigne pas, c'est tout. Mais si vous l'amenez, par exemple, je me rappelle d'une histoire qui s'est passée ici chez nous. Il y avait quelqu'un de très connu qui avait besoin d'oxygène sur Moroni et qu'il était loin. Au lieu de nous l'amener aux urgences, l'amener loin encore pour aller chercher l'oxygène dans une structure où il n'y avait pas l'oxygène. Là, il y avait que le ramener aux urgences et en arrivant, il est décédé. Les pots cassés sont tombés chez nous aux urgences. Pas là où il était, n'en parlons plus là où il était parti, mais voyez le tour. Le mot, c'est vite et aux urgences, ou bien une structure d'urgence qui verra le jour peut-être, qui saura mieux faire que nous qui sommes aux urgences. C'est vraiment
le petit mot à retenir par rapport aux AVC. Je peux me permettre, ce que vous dites me fait penser aux structures de parenté lorsqu'on a des parents âgés et qui parfois vieillissent seuls. C'est ça aussi la parentalité par rapport aux jeunes, de faire comprendre qu'on est solidaire, le respect des aînés, parce qu'aussi les aînés nous ont fait grandir, ils nous ont donné la vécu, etc. Ils nous ont appris la base, marcher. Et quelque part, on se doit aussi d'accompagner nos aînés. Et pourtant, tellement de pas beaucoup d'anciens, de grands-pères et grand-mères sont seuls, ici comme ailleurs. Je grossis la chose, mais c'est vrai. Est-ce que j'ai appelé ma mère qui a 87 ans, qui vit seule aujourd'hui, pour savoir si elle n'a pas eu un AVC? Ma mère a eu un AVC aussi. Et on s'en est aperçu un peu tard. On l'a vite amené. Mais il a fallu réagir quelques heures après. Les frères et les sœurs au téléphone, il y en a un qui a dit, mais si elle n'arrive pas à parler, elle a un AVC. C'est une histoire bien, je vous raconte il y a quelques mois. On l'a amené à l'hôpital de chance. Mais si on n'avait pas réagi, vous voyez ce que je veux dire? Si on n'était pas à la voir, comment tu vas, tu as besoin de quelque chose, quelqu'un peut avoir un AVC, et rester seul pendant 5, 6 jours, une semaine. Donc c'est les solidarités familiales qu'il faut réactiver pour s'occuper des anciens. Vous savez tout ça, mais il faut le rappeler. J'espère que le public a une très grande satisfaction. Nous avons suivi avec une attention particulière les deux prestations. Le professeur Thierry Mabel, que le public vous remercie profondément pour votre déplacement jusqu'au Congo pour venir tenir notre conférence. Et nous réitérons également un sincère remerciement à l'endroit de nos conférenciers, Dr Djabi et Dr Saïd, qui sont venus aujourd'hui pour partager avec nous leur expérience, leur savoir, et qui, j'espère, va nous permettre, ce savoir va nous permettre de prêter beaucoup plus d'attention sur ce qui a été dit, sur la problématique liée à l'alimentation. Même si quelque part ils ont parlé de la question du grand mariage ou du mariage. Moi, quelque part, je m'étais posé la question, est-ce que ce sont la question des conséquences de l'AVC? Est-ce que c'est beaucoup plus, ça concerne beaucoup plus ceux qui consomment la nourriture organisée à l'occasion du grand mariage, ou peut-être ceux qui organisent, les organisateurs qui sont beaucoup plus stressés par les situations relatives à l'organisation même de ce grand mariage. Il y a aussi, c'est pas une question, parce que c'est presque l'heure, il est tard, on devait finir de la conférence, et je pense que la prochaine fois, nous allons essayer de voir ensemble avec les conférenciers les autres aspects sociaux. Les autres aspects sociaux, psychologiques, religieux, qui sont en rapport avec. Parce que quelquefois, on se dit, bon, c'est à cause de Dieu que cela a eu lieu, on ne pourrait pas faire autrement, et c'est vraiment, ça a un rapport avec, est-ce que c'est raisonnable, ces genres de réponses? Alors, sur ce, chers participants, chers conférenciers, le Centre national de documentation de recherche scientifique tient à vous exprimer de sincères remerciements de votre présence à tous les niveaux, parce que nous avons des professeurs, des enseignants-chercheurs, des chercheurs, et toutes les tendances confondues. Donc c'est pour nous un plaisir de partager avec vous ce moment. Nous vous remercions d'avoir bien voulu laisser votre temps pour venir honorer cette émulation, cet espace d'émulation, cet échange qui a été très enrichissant et donc j'espère va bien être utile pour notre vie et notre survie. Donc nous vous souhaitons un retour sain et sauf
à vos lieux respectifs. Et nous vous remercions encore de votre présence et de l'attention que vous avez bien voulu accorder à cette conférence. Je vous remercie. La conférence, si y en a quelque chose à dire. Voilà.